La police frappe un adolescent noir jusqu'à ce qu'il appelle son père, le procureur général. Ce soir-là, le vent était vif à Brentfield, portant le bruissement sec des premières feuilles d'automne sur les trottoirs craquelés. Les lampadaires s'allumaient un à un, projetant de longues ombres sur le quartier paisible. André Wycliffe, 13 ans, resserrait les sangles de son sac à dos et ajustait son sweat à capuche en marchant le long du sentier extérieur de Kensington Park. Ce raccourci était un de ceux qu'il empruntait souvent, surtout pour éviter le bruit et les ennuis du trajet en bus. Cela lui donnait quelques minutes de plus pour réfléchir, dessiner ou parfois simplement respirer. Dans une main, André tenait son carnet de croquis, usé par les intempéries et plié au coin. À l'intérieur, des pages illustraient son univers, des super-héros, des villes de rêve et des portraits de personnes qu'il voyait sans jamais parler. Il trouvait du réconfort dans le silence entre les coups de crayon. Mais ce soir-là, le silence lui semblait étrange. Il les entendait avant de les voir. « Hé, toi là-bas, arrête !» 3 policiers surgirent de la lisière des arbres, leur voiture de patrouille garée au bord du sentier étroit. Des lumières bleues et rouges pulsaient sur les arbres, déformant les ombres. André ralentit, mais ne s'arrêta pas immédiatement. Son cœur s'emballa. « Vous êtes sourd ?» aboya l'un d'eux en s'avançant. Il était grand et large, la mâchoire raide et le regard impatient. Sur son badge, il était écrit « Kramer ». Les 2 autres, Rix et Doyle, le flanquaient, l'un posant sa main près de sa ceinture, l'autre sortant déjà une lampe de poche, malgré le lampadaire au-dessus de sa tête. André leva lentement les 2 mains, serrant toujours son carnet de croquis dans l'une d'elles. « Je rentre à la maison », dit-il d'une voix prudente, mais calme. « Ma maison est à un pâté de maison. Je n'ai rien fait. »« Comment vous appelez-vous » demanda Rix d'un ton déjà soupçonneux. « André. André Wycliffe. Âge 13. » Kramer lui fit signe de s'approcher. Avancez, doucement. André obéit, le cœur battant la chamade. Il baissa les yeux vers son sweat à capuche, puis vers les yeux plissés des policiers. Il comprit ce que c'était. Il ne voyait pas un enfant avec un carnet de croquis, il voyait autre chose. « J'ai ma carte d'étudiant », proposa André en attrapant son sac. « Gardez vos mains bien en vue !» s'exclama Doyle, en s'avançant brusquement, sa lampe torche levée. « J'étais juste... » Avant qu'il puisse s'expliquer, Kramer se rapprocha et l'attrapa par l'épaule, le faisant pivoter. « Sac à dos par terre !» ordonna-t-il. André obéit, le baissant lentement. « Vous pouvez vérifier. Ce ne sont que des cahiers et des crayons. Je vais au collège Roosevelt. Mon père. »« Je me fiche de qui est ton père, » marmonna Kramer. « Tu corresponds à la description. »« Quelle description ?» demanda André, essayant de ne pas paraître effrayé. « Je n'ai pas... » Une violente poussée coupa sa phrase en 2. Ses genoux heurtèrent le sol, et son carnet de croquis glissa à quelques mètres. La douleur soudaine lui fit monter les larmes aux yeux. Mais il les refoula. « Arrête de résister », dit Rix en coinçant un bras d'André dans son dos. « Qu'est-ce qu'il y a dans ta poche ?»« Un téléphone ? C'est mon téléphone. S'il te plaît, appelle juste mon... » Une autre poussée, cette fois dans le gravier. Sa joue racla le sol. Le faisceau de la lampe torche dansa autour de son visage. Il sentit le goût du sang, chaud et métallique. De l'autre côté du parc, un couple promenant un chien ralentit, mais ne s'approcha pas. Un homme assis sur un banc voisin commença à filmer avec son téléphone, gardant ses distances. André le vit à travers une vision floue. Personne n'intervint. Personne ne prit la parole. « Tu as de la chance qu'on ne t'emmène pas maintenant, » grogna Doyle. « Tu fais les 100 pas. Tu marches seul avec un sweat à capuche. On dirait que tu es en reconnaissance. » Je rentrais chez moi, marmonna André entre ses dents serrées. « Mon père, c'est le procureur général. » Il y eut un bref silence. Kramer cessa de fouiller dans son sac à dos et se retourna. « Ouais, c'est ça, » dit-il avec un petit rire. « Et je suis le maire. »
La main d'André trouva son téléphone, à peine dans sa poche. Des doigts tremblants le déverrouillèrent par la mémoire. Il parcourut ses contacts jusqu'à trouver le nom. Papa. Il tapota. Ça sonna une fois, deux fois. « Pose le téléphone, » dit Rix. André ne le fit pas. Il le tint près de son oreille. Puis il y eut un clic. L'appel fut connecté. « Papa, à l'aide !» croassa André. « S'il vous plaît, je... » Paf! Le téléphone lui échappa des mains lorsque Kramer le frappa. Il heurta le sol et rebondit une fois avant que Doyle ne l'écrase sous sa botte. Un craquement. Silence. Mais pas avant que la voix à l'autre bout du fil n'ait tout entendu. « Qui était-ce » demanda Kramer. « Mon père » haleta André. « Luther Wycliffe. » Les trois hommes se figèrent. Pendant un instant, personne. « Attendez, Luther Wycliffe ? Vous voulez dire le... » « Oui, » dit André à travers ses larmes, se redressant légèrement. « Le procureur général. » Rix baissa les yeux vers le téléphone brisé, puis vers Kramer. « Cet appel était-il toujours en cours ? » Je ne sais pas. » Le visage de Kramer pâlit. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme s'il voulait parler, mais aucun mot ne sortit. André se redressa en se tenant les côtes. « Il vous a entendu, » murmura-t-il. Aucun des policiers ne dit un mot. Le seul bruit était le sifflement du vent et les pas qui approchèrent de quelqu'un qui avait finalement décidé de s'approcher, l'homme à la caméra. « J'ai ça en vidéo, » dit l'homme fermement. « À chaque seconde. » Kramer se tourna vers lui. « Éteignez ça. » « Non. » L'homme resta immobile. Derrière eux, une quatrième voiture de police s'arrêta, plus silencieuse cette fois, sans sirène. La porte s'ouvrit et un homme mince en civil en sortit. Il ne dit rien, se contentant de regarder les policiers, puis André. Son regard s'attarda sur le téléphone cassé. « Vous avez tout gâché, » marmonna-t-il. Kramer s'approcha vivement de lui. « Qui êtes-vous » L'homme ne répondit pas. Il sortit son propre téléphone et passa un appel. Il tourna le dos au policier tout en parlant. André n'entendait que des bribes. « Confirmé, oui, action immédiate. Je reste avec le garçon. » Kramer, Rix et Doyle restèrent immobiles, hésitant entre fuir et se défendre. Mais le mal était fait. Ils n'avaient aucun moyen de savoir ce que Luther avait entendu, mais ils savaient que c'était suffisant. La vision d'André se brouillait. Ses côtes lui faisaient mal à chaque respiration et ses jambes refusaient de bouger. Mais au loin, au-delà de la douleur et de la peur, il entendait des sirènes. Pas celles du commissariat local, mais quelque chose de différent. Des SUV sombres aux vitres teintées entrèrent dans le parc. Un hélicoptère tournoyait au-dessus, à peine visible à travers les arbres. Le gamin silencieux avec son carnet de croquis venait de percer le bouclier de silence qui avait protégé les secrets les plus sombres de Brentfield pendant des années. Et ce n'était que le début. Les néons froids au-dessus du lit d'hôpital d'André Wycliffe bourdonnaient doucement, leur faible lueur éclairant les murs blanchis à la chaux et projetant de longues ombres derrière les tringles à rideaux. À l'extérieur de la chambre, les infirmières s'activaient avec une urgence silencieuse, poussant des chariots et chuchotant entre elles, tandis que les moniteurs bipaient sans interruption derrière des portes closes. Mais dans la chambre 214, le temps semblait figé. André gisait immobile, le flanc bandé et meurtri sous sa fine blouse d'hôpital. Ses côtes lui faisaient mal à chaque respiration, et le gonflement autour de son œil était devenu violet foncé. Un léger filet de sang séché traçait encore le coin de sa bouche, manqué par le tissu de l'infirmière. Il ne dit pas un mot, pas même lorsque les médecins vérifièrent ses constantes ou lui demandèrent comment il allait. Il regardait par la fenêtre, son carnet de croquis ouvert sur ses genoux, un crayon à la main, mais immobile. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre, mais pas la vérité. Pas encore. À Brentfield, les rumeurs se transformèrent en disputes. 3 policiers avaient été mis en congé sans raison officielle. La police de Brentfield était sur les nerfs. Des journalistes campaient devant l'hôtel de ville. Les rumeurs s'emballaient en ligne,
surtout après la disparition de la vidéo virale des principales plateformes. Les témoins qu'il avait remis en ligne recevaient de vagues avis de retrait pour violation du règlement. Un compte avait complètement disparu. Quelque chose ou quelqu'un nettoyait Internet. André avait vu les extraits d'actualité depuis sa chambre d'hôpital et avait vu un journaliste déclarer « Incident non vérifié impliquant un mineur et les forces de l'ordre. Enquête en cours. » Il éteignit la télévision avec une grimace. Il ne voulait pas d'interview. Il ne voulait pas de déclaration. Il voulait des réponses. Et peut-être que pour une fois, il voulait que son père agisse comme plus qu'un simple titre. Luther Wycliffe arriva tard ce soir-là. Son pardessus sombre était encore humide de pluie et son visage était dur, indéchiffrable. La pièce se tut à son entrée, comme si l'air lui-même reconnaissait sa présence. Mais André ne le regarda pas. Luther resta silencieux un long moment au pied du lit. « Ils devront rendre des comptes », dit-il finalement d'une voix ferme mais distante. André ne répondit pas. Il tourna simplement une page de son carnet de croquis et commença à dessiner. « J'ai ouvert une enquête, pas seulement sur les policiers, » poursuivit Luther en avançant lentement d'un pas, mais aussi sur la façon dont ce genre de comportement a pu se perpétuer sans contrôle. Toujours rien. « Tu veux en parler ?» demanda-t-il. Le crayon d'André parcourut la page, silencieux et précis. La réponse se trouvait dans le silence. Luther expira et s'assit sur la chaise des visiteurs, près du lit. Il paraissait plus âgé que d'habitude, fatigué, peut-être même honteux. Il observe son fils un instant, cherchant le garçon derrière les bleus, celui dont il avait toujours espéré qu'il ne verrait jamais le monde tel qu'il était. « J'aurais dû te protéger, » dit Luther doucement. André marqua une pause. Il ne leva pas les yeux. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» demanda-t-il, les mots à peine audibles. Luther n'avait pas de réponse. Le lendemain matin, le personnel de l'hôpital remarqua des visages inconnus dans les couloirs. Des hommes en costume sans badge visiteur, s'attardant près du poste des infirmières ou faisant les 100 pas près des ascenseurs. Ce n'étaient pas des policiers, ce n'était pas de la famille. Ils observaient simplement. L'un d'eux tenta même de parler à l'infirmière d'André, mais recula lorsqu'elle lui demanda sa carte d'identité. André les remarqua aussi. Il ne dit rien au début, mais il les dessina. Un par un, épaules larges, col serré, aucune expression, seulement des yeux attentifs. À midi, il avait 6 visages esquissés au crayon, classés par heure et par couloir. Il tourna la page lorsqu'il aperçut un homme debout devant les portes vitrées de la cour de l'hôpital. Il se tenait parfaitement immobile, comme s'il n'observait personne. Mais André savait qu'il n'y avait pas de doute. Il le dessina avec soin. Menton carré, petite cicatrice près de l'œil droit, regard trop calme. L'homme portait un badge de la municipalité sur sa veste. André l'a soigneusement ombré. Quand Luther est revenu ce soir-là, André a attendu d'avoir fini de parler au médecin avant de lui remettre le croquis. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Luther, assis au bord du lit. « Quelqu'un surveille l'hôpital, » dit André doucement. « Il est là depuis toute la journée. » Luther regarda le dessin. Ses yeux se figèrent. « Tu le connais ?» dit André. Luther ne répondit pas tout de suite. Sa main se crispa sur le bord de la page. « Il s'appelle Darien Holt, » dit-il lentement. « Il travaille à la sécurité publique. »« Il travaille avec la police ?» demanda André. « D'une certaine manière, » dit Luther. Il posa les croquis et se leva. « J'ai enquêté sur lui une fois, il y a 2 ans. Il y avait des irrégularités, des changements de budget, des contrats attribués à des sociétés de sécurité privée, des liens avec des agents impliqués dans de multiples affaires de mauvaise conduite. » Que s'est-il passé? Luther marqua une pause, puis regarda son fils. « On m'a dit de me retirer. »« Par qui ?» Luther ne répondit pas. Mais son silence lui suffisait. André se redressa, grimaçant, tandis que la douleur lui montait aux côtes. « Il est impliqué, n'est-ce pas ?» Luther hocha lentement la tête. « Je pense. Mais je ne sais pas jusqu'où ça va. »
Devant l'hôpital, une voiture noire était garée de l'autre côté de la rue, le moteur tournant au ralenti. À l'intérieur, l'homme du portrait robot ajusta ses boutons de manchette et parla dans un casque. « Il s'en mêle, » dit-il calmement. « Il va falloir déménager plus tôt que prévu. » De retour dans la chambre d'hôpital, Luther sortit son propre téléphone et composa un numéro. « Je veux que tous les dossiers que nous avions sur Darien Holt soient restaurés, » dit-il à la personne à l'autre bout du fil. « Extrayez tout des archives, peu importe les autorisations nécessaires. » André l'observa attentivement. « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant ?» demanda-t-il. Luther le regarda droit dans les yeux. « Parce que je pensais que le système pouvait s'arranger tout seul si je faisais ma part. J'avais tort. » Pour la première fois depuis des jours, André vit quelque chose de différent sur le visage de son père. Non pas un calcul froid, mais une résolution tranquille. Cette nuit-là, André ne put dormir. Il laissa le rideau tiré et regarda par la fenêtre. Toutes les 2 ou 3 heures, une silhouette se déplaçait près de l'entrée de l'hôpital. Ni médecin, ni patient, toujours à l'affût. Il dessina chacun d'eux. Il les annota avec des dates, des caractéristiques et des lieux. Puis il commença à les relier, des lignes entre les croquis, formant un réseau. Cela ressemblait moins à un carnet de croquis qu'à une carte. Quand Luther revint le lendemain matin, André lui tendit les nouvelles pages. « Ce ne sont pas des hommes ordinaires, » dit André. « Ils sont coordonnés, et ils ont peur. » Luther examina les pages l'une après l'autre. Il resta silencieux un long moment. « Ils savent que quelque chose va arriver, » murmura-t-il. « Quelque chose d'important. » Un coup à la porte les interrompit. Une infirmière entra, tenant une enveloppe cachetée. « Ceci vient d'arriver par coursier, pour Monsieur Wycliffe. » Luther la prit et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, dactylographiée, non signée. « Laissez tomber l'enquête. Sinon, votre fils ne sortira pas de cet hôpital. » Luther plia lentement le papier. Sa mâchoire se serra. Il se tourna vers André, qui cherchait déjà une nouvelle page dans son carnet de croquis. « Alors, on va redoubler d'efforts, » dit André. Et pour la première fois, Luther ne vit pas un garçon dans ce lit d'hôpital. Il vit un battant, tout comme son père. Le vrombissement des pneus de la voiture sur l'asphalte mouillé était le seul bruit dans la nuit. Les lampadaires passèrent en un éclair flou, projetant de longues ombres sur le visage de Luther Wycliffe, le volant serré. Sa veste était froissée, sa cravate dénouée, et les rides sous ses yeux semblèrent plus profondes que jamais. Sur la banquette arrière, André se tenait droit, berçant ses côtes douloureuses, le visage meurtri mais alerte. Il n'avait pas demandé où ils allaient, mais son regard disait qu'il savait déjà qu'il ne s'agissait pas seulement de protection, mais de guerre. « On ne rentre pas à la maison, n'est-ce pas ?» demanda André à voix basse. Luther lui jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, mais ne répondit pas directement. « On va en lieu sûr, » dit-il, « là où personne ne peut atteindre. »« Même pas Darien Holt ?» insista André. Les mains de Luther se crispèrent sur le volant. Surtout pas lui. 15 minutes plus tard, ils se garèrent dans un garage banalisé à la périphérie de Brentfield. Une porte métallique se referma derrière eux. Un agent fédéral attendait près d'un ascenseur, armé et alerte. Luther hocha la tête. L'homme s'avança et ouvrit la porte sans un mot. La planque était cachée 3 étages sous terre, dépouillée mais sécurisée, portes en acier, fenêtres blindées et une seule entrée et sortie. 2 agents prirent position à l'entrée. André parcourut la pièce du regard en entrant, remarquant les caméras dissimulées dans les coins, le léger bourdonnement du filtre à air et l'odeur âcre et stérile d'un endroit conçu non pas pour le confort, mais pour la survie. Malgré la douleur qui lui traversait le côté, il posa immédiatement des questions. Qui nous protège? Font-ils partie de la même unité en laquelle vous avez confiance? Oui, dit Luther en verrouillant la porte derrière lui. Ils ne sont pas du coin. Ils ne répondent à personne à Brentfield. André se laissa tomber sur le petit canapé et expira. Et maintenant?
On se cache? Attendre que Holt envoie une autre menace? Non, dit Luther. Maintenant, on découvre la vérité. Il se dirigea vers le bureau au fond de la pièce et en sortit un dossier qu'il n'avait pas touché depuis des années. Un épais tampon rouge indiquait « Confidentiel, projet Sentinelle ». André se redressa. « Qu'est-ce que c'est » Luther hésita. C'était censé être une initiative de réforme. Police basée sur la technologie, surveillance prédictive, suivi du comportement des civils dans les zones à forte criminalité. Sur le papier, c'était légal, mais en pratique, ça a dérapé, conclut André. Luther hocha la tête d'un air sombre. Il y a eu des signalements d'abus, arrestations injustifiées, falsification de données et même intimidation discrète de témoins. Quand j'ai insisté pour obtenir des réponses, on m'a esquivé. Puis un jour, tout ce qui concernait le programme a disparu. Dossiers effacés, témoins transférés, rapports budgétaires enterrés dans d'autres services. Et Darien Holt. Luther soutint le regard de son fils. C'était lui l'architecte. J'ai essayé de le traquer une fois. Je me suis approché. Mais ensuite, on t'a menacé. On m'a dit que si je continuais, tu serais le prix à payer. La voix d'André était basse. Alors tu as arrêté. Luther détourna le regard, honteux. Je pensais te protéger. André se leva lentement, ignorant la douleur dans ses côtes. Et maintenant, je le traque à nouveau, dit Luther d'une voix ferme, avec toutes mes forces. Le lendemain matin, Luther convoqua une conférence de presse. Il fit cette annonce depuis un lieu sécurisé, entouré de journalistes et d'agents sous bonne garde. « Je demande un audit complet du département de police de Brentfield, » dit-il fermement, les flashs des caméras illuminant son visage. Cela comprend la réouverture des enquêtes closes, le réexamen de la conduite des agents et la divulgation des documents relatifs à des programmes abandonnés comme le projet Sentinelle. Laissez-faire, c'est ça. Dès que son discours fut diffusé, les téléphones des services municipaux sonnèrent. Le nom de Holt fut murmuré dans les couloirs. Et quelque part dans l'ombre, des plans furent mis en œuvre. Cette nuit-là, le silence se fit tôt dans la planque. Les agents se relayèrent. André dormait sur le canapé, son carnet de croquis ouvert à côté de lui. Luther, assis à la table, examinait un dossier de profil d'agents liés à l'ancien programme. Un léger coup retentit dans le couloir. L'un des agents se leva pour vérifier, mais les lumières du couloir s'éteignirent brusquement. Au même instant, les deux agents s'effondrèrent, leurs tasses de café leur glissant des mains. Un gaz silencieux siffla des bouches d'aération. La porte en acier s'ouvrit en grinçant, non pas forcé, mais forcé. Lorsque Luther se retourna, le silence régnait déjà dans la pièce. André avait disparu. André ferma les yeux, se remémorant chaque détail dont il se souvenait. La disposition du bâtiment, la direction du bruit à l'entrée de Holt, le bourdonnement d'un générateur à proximité. Il commença à penser non seulement à l'évasion, mais aussi à la dénonciation. Cette fois, il ne serait pas le protégé. Il serait l'étincelle. Et dehors, tandis que Luther remontait la piste, sa propre peur se transforma en quelque chose de plus aigu que la vengeance, la détermination. Ils avaient pris son fils. Ils ne pourraient pas le garder. Le léger déclic résonna dans l'obscurité. André se redressa brusquement, le froid de la chaîne autour de son poignet lui mordant la peau. Il comptait les secondes depuis la dernière visite de Darien Holt. Environ 2 heures, peut-être plus. Le temps semblait incertain ici, sous le bourdonnement constant du générateur de l'entrepôt et le scintillement d'une unique ampoule suspendue comme une menace au-dessus de sa tête. Mais André n'avait pas cédé. Il se souvenait de ce que son père lui avait dit un jour, lors d'une de leurs rares soirées père-fils au bord du lac. Il s'était assis au bord de l'eau, avec des lampes de poche et des sandwichs bon marché, et Luther s'était penché et avait dit « Si jamais tu es pris au piège, André, physiquement ou politiquement, n'oublie jamais que les systèmes communiquent entre eux.
Même le silence peut être rompu par le bruit. Cette nuit-là, cela avait semblé énigmatique. Maintenant, c'était comme une bouée de sauvetage. André se réveilla lentement, la tête lourde, la bouche sèche. L'air sentait le métal et l'huile. Ses membres étaient léthargiques, et il lui fallut un moment pour retrouver la vue. Il était assis sur une chaise, les poignets liés doucement mais fermement au centre d'un entrepôt faiblement éclairé. Au-dessus de lui, une seule lumière grésillait. En face de lui se tenait Darien Holt. « Bonjour » dit Holt, calme et posé. « Où, quelle que soit l'heure qu'il est maintenant. » André cligna des yeux, la voix éraillée. « Que suis-je ici » Holt arpentait lentement la pièce. Il portait un costume sombre, impeccable et soigné, avec une épingle à cravate argentée en forme d'aigle. Il ressemblait plus à un PDG qu'à un fonctionnaire municipal. « Tu n'étais pas censé être impliqué, André. Tu étais hors jeu. C'était le marché. » « Quel marché ?» La voix d'André s'éleva. Holt se tourna vers lui, les bras croisés dans le dos. « Il y a des années, ton père a failli dévoiler quelque chose d'important, quelque chose qui n'était pas prêt à être vu. En échange de ta sécurité, il s'est enfui. Il connaissait les règles. » La gorge d'André se serra. « Des règles ? Tu fais de la surveillance illégale, tu corromps la police, tu fais du mal aux gens. Ce n'est pas une règle, c'est un crime. » Holt sourit faiblement. « Tu penses que c'est une question de criminalité ? C'est une question de contrôle, de maintien de l'ordre. Des gens comme ton père pensent pouvoir réparer le système en révélant les failles, mais ça ne fait que tout faire capoter. » André soutint son regard. « Peut-être que oui. » Le sourire de Holt s'effaça. Il s'approche. « Tu es plus courageux que je ne le pensais. » Mais courageux n'est pas synonyme de sécurité. Le choix est le suivant. Dis à ton père de s'éloigner à nouveau, et tu rentreras chez toi. Plus de menaces, plus de surveillants. La vie continue. Et si je ne le fais pas ? Holt ne scia pas. Alors on laisse le feu se propager. Chaque allié de ton père, chaque affaire qu'il ouvre, chaque vérité qu'il découvre, tout cela devient un dommage collatéral. Et toi ? Tu deviens un message. André resta silencieux. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, le souffle lent et régulier. Malgré la peur, quelque chose de plus fort brûlait en lui, quelque chose auquel Holt ne s'attendait pas. « Je crois que tu as peur, » dit André doucement. « Pas de moi, mais de ce qui arrivera si les gens commencent à écouter, si le silence se brise. » Holt recula, les yeux plissés. « Tu auras le temps d'y réfléchir. » Il se retourna et sortit de la pièce. La lourde porte claqua derrière lui. « Attendez, Luther Wycliffe, vous voulez dire le... »« Oui, » dit André à travers ses larmes, se redressant légèrement. « Le procureur général. » Rix baissa les yeux vers le téléphone brisé, puis vers Kramer. Cet appel était-il toujours en cours ? Je ne sais pas. Le visage de Kramer pâlit. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme s'il voulait parler. Mais aucun mot ne sortit. André se redressa en se tenant les côtes. « Il vous a entendu, » murmura-t-il. Aucun des policiers ne dit un mot. Le seul bruit était le sifflement du vent et les pas qui approchaient de quelqu'un qui avait finalement décidé de s'approcher. L'homme à la caméra. « J'ai ça en vidéo, » dit l'homme fermement. « À chaque seconde. » Kramer se tourna vers lui. « Éteignez ça. »« Non. » L'homme resta immobile. Derrière eux, une quatrième voiture de police s'arrêta. Plus silencieuse cette fois, sans sirène. La porte s'ouvrit et un homme mince en civil en sortit. Il ne dit rien, se contentant de regarder les policiers, puis André. Son regard s'attarda sur le téléphone cassé. « Vous avez tout gâché, » marmonna-t-il. Kramer s'approcha vivement de lui. « Qui êtes-vous » L'homme ne répondit pas. Il sortit son propre téléphone et passa un appel. Il tourna le dos au policier tout en parlant. André n'entendait que des bribes. « Confirmé. Oui. Action immédiate. Je reste avec le garçon. »
Kramer, Rix et Doyle restèrent immobiles, hésitant entre fuir et se défendre. Mais le mal était fait. Ils n'avaient aucun moyen de savoir ce que Luther avait entendu, mais ils savaient que c'était suffisant. La vision d'André se brouillait. Ses côtes lui faisaient mal à chaque respiration et ses jambes refusaient de bouger. Mais au loin, au-delà de la douleur et de la peur, il entendait des sirènes. Pas celles du commissariat local, mais quelque chose de différent. Des SUV sombres aux vitres teintées entraient dans le parc. Un hélicoptère tournoyait au-dessus, à peine visible à travers les arbres. Le gamin silencieux, avec son carnet de croquis, venait de percer le bouclier de silence qui avait protégé les secrets les plus sombres de Brentfield pendant des années. Et ce n'était que le début. Les néons froids au-dessus du lit d'hôpital d'André Wycliffe bourdonnaient doucement, leur faible lueur éclairant les murs blanchis à la chaux et projetant de longues ombres derrière les tringles à rideaux. À l'extérieur de la chambre, les infirmières s'activaient avec une urgence silencieuse, poussant des chariots et chuchotant entre elles, tandis que les moniteurs bipaient sans interruption derrière des portes closes. Mais dans la chambre 214, le temps semblait figé. André gisait immobile, le flanc bandé et meurtri sous sa fine blouse d'hôpital. Ses côtes lui faisaient mal à chaque respiration, et le gonflement autour de son œil était devenu violet foncé. Un léger filet de sang séché traçait encore le coin de sa bouche, manqué par le tissu de l'infirmière. Il ne dit pas un mot, pas même lorsque les médecins vérifièrent ses constantes ou lui demandèrent comment il allait. Il regardait par la fenêtre, son carnet de croquis ouvert sur ses genoux, un crayon à la main, mais immobile. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre, mais pas la vérité. Pas encore. À Brentfield, les rumeurs se transformèrent en disputes. 3 policiers avaient été mis en congé, sans raison officielle. La police de Brentfield était sur les nerfs. Des journalistes campèrent devant l'hôtel de ville. Les rumeurs s'emballaient en ligne, surtout après la disparition de la vidéo virale des principales plateformes. Les témoins qui l'avaient mise en ligne recevaient de vagues avis de retrait pour violation du règlement. Un compte avait complètement disparu. Quelque chose, ou quelqu'un, nettoyait Internet. André avait vu les extraits d'actualité depuis sa chambre d'hôpital et avait vu un journaliste déclarer « Incident non vérifié impliquant un mineur et les forces de l'ordre, enquête en cours ». Il éteignit la télévision avec une grimace. Il ne voulait pas d'interview, il ne voulait pas de déclaration, il voulait des réponses, et peut-être que pour une fois, il voulait que son père agisse comme plus qu'un simple titre. Luther Wycliffe arriva tard ce soir-là. Son pardessus sombre était encore humide de pluie, et son visage était dur, indéchiffrable. La pièce se tut à son entrée, comme si l'air lui-même reconnaissait sa présence. Mais André ne le regarda pas. À l'aide d'un morceau de fil cassé caché sous sa manche, André avait forcé le boîtier du système d'alarme d'urgence du mur. Ses doigts étaient meurtris et tremblaient, mais il ne s'arrêta pas. Il régla le signal de sortie de l'alarme incendie pour qu'il émette une fréquence, un signal de localisation dissimulé sous le code d'une alerte de maintenance de routine. Il le laissa se déclencher une fois. Et puis, encore. Un rythme que seule l'équipe technique de son père reconnaîtrait. Et c'est ce qu'elle fit. À 3 pâtés de maison de la paisible maison de ville de Luther Wycliffe, au fond d'un sous-sol non répertorié, rempli de serveurs bourdonnants et d'écrans tamisés, un écran clignotait en rouge. Fenn, une hackeuse à la retraite aux cheveux comme de la laine d'acier et à la voix rauque à cause de trop de nuits blanches, se pencha en avant. « J'ai quelque chose », murmura-t-elle. 2 signaux. Fréquence d'urgence, masquée par le protocole de sécurité thermique. Elle tapota quelques touches. Les coordonnées apparurent. Entrepôt. Ancien dépôt de sécurité, en bordure de Brentfield Industrial. Ça semble mort sur le papier. Mais ce signal est récent. Luther entra dans la pièce derrière elle. Sa veste avait disparu, ses manches retroussées, sa cravate pendant de sa poche comme un drapeau de défi. C'est lui. Il n'hésita pas.
Pas de hiérarchie. Pas de paperasse. Il passa un appel, puis un autre, d'anciens procureurs, des analystes fédéraux à la retraite et des alliés qui lui devaient des faveurs non pas en raison de son rang, mais à cause des risques qu'il avait pris pour les protéger. L'équipe se rassembla rapidement. Parmi eux se trouvait Fenn, bien sûr, mais aussi Kenneth Rowan, un lanceur d'alerte devenu enseignant, et Ellie Stran, autrefois mise à l'index pour avoir révélé des données corrompues du commissariat. Ce n'étaient pas que des alliés, c'étaient des croyants. Ça ne s'arrête pas avec le retour d'André, leur dit Luther d'une voix ferme. Ça s'arrête avec la dénonciation de Holt, pour de bon. Pendant que Fenn remontait la piste numérique de Darien, Luther prit une décision audacieuse, qui garantirait à Holt qu'il ne pourrait pas brouiller les pistes. Il organisa une conférence de presse d'urgence, prévue pour 18 heures précises, appelant toutes les grandes chaînes d'information, sous prétexte d'annoncer les nouvelles conclusions d'un audit de corruption de haut niveau. Mais ce n'était qu'un écran de fumée. Le vrai travail se déroulait hors champ. À 16h43, ils arrivèrent à l'entrepôt. Fenn désactiva les détecteurs de mouvements extérieurs. Élise mit en boucle les images de vidéosurveillance grâce à un programme personnalisé codé en moins de 5 minutes. Kenneth et Luther menèrent l'attaque. À l'intérieur, l'air était humide et lourd de poussière. Des pas résonnaient comme des coups de feu lointains. Le cœur de Luther battait la chamade, non pas de peur, mais de fureur. Ils trouvèrent André au centre d'une pièce sombre, enchaîné à un pilier métallique, les yeux fermés, la mâchoire serrée. Luther se précipita. « André !» Les yeux d'André s'ouvrirent brusquement. Le soulagement se lisait sur son visage. « Papa !» Luther forçait déjà la serrure avec un pied de biche. André tomba dans ses bras, épuisé mais entier. « Allez, viens !» murmura Luther. « Tu rentres. » Mais ce n'était pas fini. De retour au siège, Darien Holt se tenait devant 3 écrans, l'air indéchiffrable. Sur l'écran 1, le compte à rebours de la conférence de presse s'égrenait. Sur l'écran 2, un faux plan de manifestation rempli de messages inventés provenant du prétendu salon de discussion d'André. Sur l'écran 3, une boucle vidéo montrait des images de surveillance montées. André, cagoulé, marchant dans un tunnel du campus horodaté et manipulé. Un dernier atout. Un atout qu'il avait attendu pour jouer. Si Luther persistait, cela serait diffusé. André serait détruit, accusé d'être un adolescent hacker radical tentant d'organiser une manifestation violente. Les médias s'en empareraient. Les retombées politiques saperaient la crédibilité de Luther. Le système gagnerait à nouveau. Darien lança l'appel. « Libérez-le !» Mais l'appel ne fut pas entendu. Au lieu de cela, tous les écrans de sa chambre devinrent noirs. Puis une voix retentit dans les haut-parleurs, la voix de Fenn. « Darien Holt, vous avez été déconnecté. » À 18 heures imprécises, Luther monta sur l'estrade. Des flashs se déclenchèrent. Les journalistes fusèrent de questions. Il leva la main, calme, posé. « Aujourd'hui, je devais parler de l'audit de la police de Brentfield, commença-t-il. Mais je veux que vous entendiez autre chose. » Il sortit un petit appareil de sa poche, appuya sur lecture. Le son emplit les haut-parleurs de la cour. C'était la voix d'André, tendue mais claire. Et puis le ton caractéristique de Darien Holt, calme et froid. Les journalistes se turent. Puis vinrent des halètements, des cris. Les téléphones s'illuminèrent comme des lucioles. « Ce que vous venez d'entendre, dit Luther, est une confession. De l'homme qui dirige toujours des programmes de surveillance illégaux dans notre ville, de l'homme qui a orchestré le projet Sentinelle et l'a étouffé, de l'homme qui a kidnappé mon fils. » Il regarda les caméras d'une voix inébranlable, plus de silence. La nouvelle tomba en quelques minutes. Le gouverneur, pris de court par l'enregistrement, émit un ordre d'urgence. Le commandement du département de police de Brentfield fut suspendu dans l'attente d'une enquête approfondie. Une équipe spéciale fut créée au niveau de l'État. Toutes les affaires antérieures liées au projet Sentinelle furent rouvertes. Darien Holt tenta de s'enfuir.
Mais il ne parvint pas à aller bien loin. Fenn, travaillant depuis un coin sombre du sous-sol de Luther, transféra l'intégralité des archives du projet Sentinelle sur un serveur public. Chaque rapport caché, chaque plainte pour abus, chaque journal effacé, restauré et rendu public. Les gros titres fusèrent comme le tonnerre. Un programme de police secrète dévoilé. L'enregistrement audio d'un adolescent capture les aveux d'un fonctionnaire municipal. La famille Wycliffe brise le silence sur la corruption. André se tenait aux côtés de son père lors du deuxième point de presse, le bras encore bandé suite à sa blessure à l'entrepôt. Mais il se tenait droit, les épaules droites, le regard fixé sur le vide. Un journaliste interpella. « André, vous considérez-vous comme une victime ?» Il réfléchit un instant, puis dit « Non, j'étais une cible. Et maintenant, je suis témoin. » La foule murmura. Les caméras zoomèrent. « Et que voulez-vous maintenant ?» demanda un autre. André jeta un coup d'œil à son père, puis revint au micro. « Des comptes, dit-il simplement, et du changement. » Ce soir-là, père et fils étaient assis ensemble en silence, regardant les informations défiler à l'écran. Luther prit enfin la parole. « J'aurais dû mieux te protéger. » André secoua la tête. « Tu l'as fait, mais pas comme tu le pensais. » Luther le regarda avec un mélange de fierté et de tristesse. « Tu n'es plus un garçon. »« Non, » dit André doucement. « Je ne le suis plus. » Dehors, la ville s'agitait. Elle était encore brisée par endroits. Elle était encore en train de guérir. Mais maintenant, les gens observaient, écoutaient. Et quelque part, au plus profond du système qu'ils avaient ébranlé, de nouveaux yeux commencèrent à s'ouvrir. L'histoire n'était pas terminée. Mais pour la première fois, c'était comme le début de quelque chose de réel.